tout le monde, bon retour à l'Exploratorium. Dans la vidéo précédente de Polyphonia, on avait parlé des partitions, comment les lire, donc les clés, les pitchs, les durées, les silences, les altérations, les armures, les signatures rythmiques. Tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à lire des partitions. Et donc aujourd'hui, comme promis, on va commencer les bases de la théorie musicale. Je dis bien commencer parce qu'en fait, ce sujet il va être étalé sur 2 vidéos, et celle-ci est la première. Et donc aujourd'hui, on va parler des notes et des intervalles. Les notes. C'est le sujet qu'on voulait aborder la dernière fois avant que les partitions se mettent sur le chemin et nous empêchent d'en discuter immédiatement. Alors comme vous le savez sûrement, elles sont généralement organisées de la manière suivante. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On revient au Do de base, ça forme ce qu'on appelle une octave. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite chose à souligner si je peux dire, c'est que de nos jours, dans le monde de la musique moderne, dans un monde où l'anglais règne de plus en plus en maître, eh bien on n'utilise pas ce nommage. On préférait utiliser les lettres majuscules de l'alphabet, de A à G. Et donc si on reprend notre ordre de notes habituel, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on obtient l'ordre de lettres suivant, C, D, E, F, G, A, B et retour sur C, donc le Do. À partir de maintenant, c'est le nommage qu'on va utiliser, parce que comme je viens de le dire, c'est celui qui est le plus utilisé dans le monde entier, c'est celui qui sera le plus utilisé dans les ressources que vous trouverez sur internet pour étudier, pour apprendre, donc c'est important que vous soyez au courant de ça. Pour en revenir aux notes en elles-mêmes, on vient de discuter du nom, et justement ce nom, il nous donne une des 2 informations de la note, son pitch. La deuxième information importante, c'est l'octave à laquelle on se trouve. L'octave, elle est représentée par le nombre après le nom de la note. Plus le nombre est haut, plus le son est aigu. Donc par exemple le Do3, qu'on appelle aussi du coup C3, est plus bas que le C4, ou le Do4. De la même manière, le A4 est plus aigu que le A3. Fameuse note du diapason, qui est utilisée pour accorder les instruments occidentaux, c'est le A3, donc le La3, qui a la fréquence de 440 Hz. Alors si vous avez fait gaffe aux notes que j'ai fait jouer pendant que je parlais, vous vous êtes peut-être rendu compte que c'était des notes qui étaient pas trop aiguës, et pas trop graves non plus. C'est normal parce qu'on est dans le medium range, comme ils disent en anglais, donc un son moyen. Et avant de continuer, petit aparté vocabulaire. En anglais, pour désigner un ensemble continu de notes, on parle de range. Et pour désigner les différences de texture selon où on joue dans la range de l'instrument, on parle de registre. Là où en français, on traduit range par registre, justement. Et le register anglais devient la tessiture. Donc faut faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux entre ces termes, du coup, qui peuvent être trompeurs. Pour revenir aux notes, si vous vous mettez en face d'un clavier, vous regardez au milieu, vous verrez normalement un Do, et ce Do c'est le Do3, le C3, et donc au milieu du clavier de piano, et qui sépare la partie grave de la partie aiguë. Et donc autour de ce Do3, on a ce qu'on appelle du coup le medium range dont je parlais juste avant. Et tant qu'on en est à parler du clavier, vous vous rappelez peut-être que la dernière fois j'ai dit que toutes les altérations, donc les notes bémol et les notes dièse, étaient les touches noires. Mais en fait, non. J'ai indiqué sur ce clavier les emplacements des notes dièse et des notes bémol, et vous allez peut-être remarquer quelque chose. Les notes noires sont en fait 2 notes, et certaines notes blanches ont aussi 2 notes. Mais vous allez me dire, c'est une seule touche du clavier, donc il n'y a qu'un seul son. Comment ça peut faire 2 notes différentes si c'est le même son? Eh bien c'est ce qu'on appelle l'enharmonie. 2 notes qui ont le même son, la même fréquence. On dit qu'elles sont enharmoniquement équivalentes. D'un point de vue purement théorique, elles sont clairement distinctes. Mais d'un point de vue purement physique, les 2 notes produisent exactement la même fréquence, sont donc identiques. Donc l'intérêt de cette précision qu'elle est en harmonie, il est entièrement théorique du coup, va donc purement dépendre d'un contexte théorique. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux intervalles. Mais c'est quoi un intervalle? Un intervalle, c'est une différence de pitch entre 2 sons différents. L'intervalle peut apparaître entre 2 tons successifs, donc on est sur un intervalle horizontal, linéaire ou mélodique, ou on peut avoir l'intervalle entre des notes simultanées, donc on est sur un intervalle vertical qu'on appelle aussi harmonique. Techniquement, il y a donc une infinité d'intervalles possibles, mais de manière évidente, une infinité d'intervalles c'est pas très utilisable. Quelle que soit la façon dont vous l'imaginez, c'est vraiment pas quelque chose de pratique. Et donc en musique, on n'a pas une infinité d'intervalles. Dans la musique actuelle, il y a 2 systèmes principaux pour organiser les intervalles. D'abord, on a le système tonal, qui a été utilisé et est toujours très utilisé dans la musique occidentale. C'est le système dominant dans l'industrie musicale dans son ensemble. Ce système, il sépare l'octave, du coup, en 12 semitons, qui créent donc 12 intervalles, et 13 notes distinctes.
Le second système, c'est le système microtonal, qui est beaucoup moins commun dans la musique occidentale et surtout beaucoup plus récent dans la musique occidentale, mais qui est par contre beaucoup plus commun dans la musique des autres cultures, sur la musique asiatique, la musique africaine, la musique sud-américaine, et il est très fort probable que même dans l'Antiquité déjà, des microtons et donc des micro-intervalles aient déjà été utilisés, mais sans que ce soit considéré comme quelque chose de spécial, que ce soit vraiment une exception en mode oui, ben là on va utiliser des microtons. C'était très certainement plus intégré directement à leur équivalent de gamme, comme étant vraiment une partie intégrante de leur système. Mais du coup, microtons, micro-intervalles, en quoi ça consiste vraiment? Bah en gros, c'est juste des intervalles et des tons qui sont inférieurs au semi-ton, qui est pour nous, dans la musique occidentale, l'unité la plus petite. Entre une note et son bémol ou son dièse, il n'y a qu'un demi-ton. C'est la différence la plus petite qu'on puisse faire entre deux notes. Eh bien, le microton ou le micro-intervalle, il est plus petit que le semi-ton. On a donc des quarts de ton, voire même des huitièmes de ton. L'intérêt du truc est donc relativement simple, c'est d'avoir accès à des nuances supplémentaires. De manière générale, toutes les informations que vous trouverez sur la théorie musicale, sur internet, dans des livres ou sur tout autre support, elles utiliseront le système tonal et pas le système microtonal. Si un autre système que le système tonal est utilisé, ce sera précisé, très clairement. Ils indiqueront toutes les particularités du système, il n'y aura pas de doute, pas d'ambiguïté, ça sera écrit clairement. Donc à partir de maintenant, sauf contre-indication de ma part, on va parler uniquement du système tonal. Comme je l'ai dit, le système tonal contient donc 12 intervalles différents. Ils sont soit mineurs, majeurs ou parfaits. Ces intervalles peuvent être divisés en deux catégories, les intervalles qui sont soit majeurs, soit mineurs, qui sont donc les secondes, les tierces, les sixtes et les septièmes, et les intervalles parfaits qui sont l'unisson, la quarte, la quinte et l'octave. Et si on regroupe les informations affichées à l'écran, on obtient ça. Et là, si vous avez l'œil, vous remarquez qu'il y a un petit trou dans la table. Ici, là, entre la quarte et la quinte. Il y a un ton complet entre les deux. Alors que partout ailleurs, on a un demi-ton entre chaque intervalle. Alors pourquoi? Parce que je vous ai pas encore introduit à deux autres types d'intervalles. Les intervalles augmentés et les intervalles diminués. Et hop, voilà, là, vous avez tous les intervalles possibles dans le système tonal. Et vous pouvez donc trouver l'intervalle manquant, le triton. Le fameux triton, aussi appelé l'intervalle du diable. Et de manière assez évidente, ton nom, il vient pas de nulle part, hein. Triton, 3 tons donc, parce que cet intervalle est donc composé de 3 tons, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Et donc ce triton, c'est soit une quinte diminuée, soit une quarte augmentée. C'est pour ça qu'il n'apparaissait pas sur le tableau précédent. Mais encore une fois, si vous avez l'œil fin, vous allez remarquer un autre détail, qu'au final, chaque intervalle peut être nommé de deux façons différentes. Comme on vient de le dire, le triton, ça peut être une quinte diminuée ou une quarte augmentée. Et par exemple, la septième augmentée, c'est aussi une octave au final. Donc, bon, vous le voyez venir, je pense, hein, ce sont aussi des équivalents en harmonique. C'est pour ça que vous verrez rarement un intervalle désigné comme augmenté ou diminué, à part la quarte et la quinte respectivement, pour créer justement le triton. Une autre chose intéressante aussi à remarquer, c'est que certains intervalles, quand ils sont additionnés, ils font une octave. Ces paires d'intervalles sont appelées complémentaires, et la façon la plus simple de trouver le complémentaire d'un intervalle, en fait, c'est de l'inverser. Qu'est-ce que je veux dire par l'inverser? Ça veut dire mettre le ton le plus bas de l'intervalle une octave au-dessus, ou le ton le plus haut de l'intervalle une octave en dessous. Un intervalle et son inversion partagent plus ou moins le même sentiment, la même émotion. Et d'ailleurs, en parlant d'émotion, maintenant que vous savez ce que c'est un intervalle, et à peu près lesquels existent dans la théorie musicale occidentale, on va pouvoir parler de leur autre caractéristique, et aller un peu plus en profondeur sur ce qu'on ressent en fonction des intervalles. Les intervalles ont deux caractéristiques principales, et la première, on vient juste d'en parler, c'est leur taille. Et ces tailles, on peut les diviser en trois catégories. Le step, qui est l'intervalle le plus petit, qui est égal à une seconde majeure ou moins, donc un demi-ton ou un ton. Le skip, qui est un intervalle plus gros que la seconde majeure, mais plus petit ou égal à une quarte parfaite. Et enfin le lip, qui est tout intervalle plus gros qu'une quarte parfaite. Une petite précision d'un point de vue terminologique, encore une fois. Les termes step, skip et lip sont utilisés différemment dans le contexte des intervalles, du contexte de la gamme, dont on parlera plus tard. Dans le contexte de la gamme, un step, c'est un mouvement du degré actuel vers un degré adjacent. Donc par exemple, pour le degré 1, les degrés adjacents sont le degré 7 et le degré 2. Si du degré actuel on passe à un autre degré qu'un degré adjacent, on appellera ça un skip ou un lip. Dans ce cas-là, les deux termes sont interchangeables. Par exemple, si on passe du degré 1 au degré 4. Mais normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas encore connaissance de vraiment comment fonctionne une gamme, et donc vous n'avez pas connaissance des degrés, comment ça marche, etc. Donc normalement, vous ne devriez pas faire de confusion entre ces groupes de termes. Pour en revenir aux caractéristiques des intervalles, la deuxième caractéristique, justement, c'est leur niveau de consonance. C'est-à-dire, en gros, à quel point ils sonnent bien ou pas. Généralement, on a trois niveaux de consonance. Les consonances parfaites, qui sont les unissons, les quintes et les octaves.
les consonances imparfaites, qui sont les tierces et les sixtes. Et les dissonances, qui sont les secondes, les quartes, les tritons et les septièmes. Maintenant que vous en savez un peu plus sur nos copains les intervalles, on va pouvoir aborder les sentiments qu'ils nous font ressentir. Alors les sentiments, comme vous pouvez le savoir, c'est complètement subjectif. Mais par contre, en tant qu'humain, on partage tous plus ou moins le même spectre d'émotions. Et donc par conséquent, on peut généraliser ce que les choses peuvent nous faire ressentir, même si ce ne sera pas valable pour tout le monde. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire que généralement, on attribue comme sentiment à ces intervalles, et ensuite ce que moi, j'attribue à ces intervalles. Mais d'abord, moi je vous encourage à écouter ces intervalles et donc à réfléchir à quelles émotions, quels sentiments ça évoque en vous et à les noter. C'est important de noter pour que vous puissiez la voir quelque part, pour que vous puissiez remarquer certaines choses et pour vous y référer plus tard. Donc je vous laisse un peu de temps, allez-y, mettez sur pause, prenez le temps de le faire et revenez une fois que vous l'aurez fait. Bon, j'espère que vous avez pris le temps de le faire, c'est important pour vous et pour vous remarquer certaines choses déjà par vous-même. Et du coup, on va commencer par l'observation générale. En général, on dit que les quartes et les quintes sonnent fortes et ouvertes. Ça donne une impression un peu de pouvoir. Souvent que les quintes sont plus ouvertes et libres, et que les quartes sont souvent plus fortes et froides. On dit souvent que les tierces et les sixtes sonnent bien, mais que les sixtes sonnent plus ouvertes et un peu plus jolies. Les secondes et les septièmes, on dit qu'elles sont très tendues, un peu edgy, on dirait en anglais, un peu déroutante, un peu noire, un peu sombre, et surtout la septième majeure et la seconde mineure. Personnellement, je vais remplir la table de cette façon. La seconde mineure me fait penser à de la peur, à de la tension, de l'anxiété. La seconde majeure, c'était un peu une sorte de tristesse, un peu de deuil, et une sensation d'attente aussi. La tierce mineure, un peu un côté inconnu, un peu comme une question, avec un peu de tristesse aussi. La tierce majeure, c'est vraiment la joie, un côté un peu amical, un peu d'espoir. La carte parfaite, il y a un côté un peu glorieux, un peu de fierté, qui en ressort un peu comme pour un roi par exemple, ce genre de choses. Évidemment, carte augmentée, quinte diminuée, le triton, c'est le danger, la peur, la tension, vraiment le côté obscur de la force si vous voulez. Et la quinte parfaite, du coup, c'est le pouvoir, vraiment le pouvoir, pareil comme le roi un peu. Aussi la fierté et un peu un côté de réjouissement, un peu comme une victoire. Ensuite, on a la sixte mineure qui est vraiment la tristesse, là encore une fois. Un petit peu de peur, je dirais, et un peu de désespoir aussi. La sixte majeure, la surprise, du romantisme et une sorte d'attente un peu joyeuse, comme quand vous attendez de voir un proche par exemple. La septième mineure, encore une fois, la peur, l'horreur presque des fois, et vraiment un côté un peu stressant. La septième majeure, pareil, la peur, l'horreur, le stress, la tension. Et enfin on arrive à l'octave, très ouvert, très stable, et de la puissance encore. Bon, je le rappelle, cette liste, c'est la mienne. Elle n'est pas générique, elle n'est pas générale, elle n'est pas applicable à tout le monde. En m'écoutant, vous êtes même sûrement dit, il abuse, genre, comment il entend ça? Moi, j'entends pas ça. Ça, c'est normal. Il faut que vous vous fiez principalement à ce que vous ressentez en écoutant ces sons. D'ailleurs, il n'y a pas que les intervalles qui ont un pouvoir sur comment on ressent les choses. Quel instrument va jouer le son? Avec quelle articulation? Quelle dynamique? Toutes ces choses-là, et encore bien d'autres, ont un impact sur ce qu'on ressent, pourquoi et comment. Alors quand vous composez, oui, bien choisir ces intervalles, ça peut être intéressant et très important, mais ce ne sera jamais le seul facteur à considérer. Bon, bah maintenant on peut passer aux gammes. Non, vous déconne. La vidéo est déjà assez longue comme ça. C'est la partie 1, on le rappelle, on avait dit notes, intervalles. La vidéo est déjà suffisamment grosse comme ça. On a discuté de pas mal de choses aujourd'hui, ça peut être un peu beaucoup, même si sûrement moins que la précédente. Maintenant, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les intervalles et sur le système tonal, en tout cas sur les bases du système tonal. Et vous vous rendez sûrement compte que finalement, c'est pas très compliqué, c'est assez simple, et ça pose les fondations pour tout ce qui va arriver par la suite. La suite, c'est bien évidemment la partie 2, des bases de la théorie musicale. On parlera, comme j'ai déjà dit, des gammes et des accords, et après ça, vous devriez être capable de composer vos premières mélodies et vos premières progressions d'accords. En attendant, moi je vous invite à suivre la chaîne pour plus de contenu, évidemment pas oublier la petite cloche pour les notifs. Aimez la vidéo si vous l'avez aimée, laissez un commentaire pour me dire si elle vous a aidé, pour me poser des questions éventuellement sur cette vidéo, la précédente ou celle à venir, à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin ou juste avec vos proches. Et enfin, si vous voulez me soutenir financièrement et m'aider à continuer à produire ce contenu, vous trouverez les liens dans la description pour faire des petites donations. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.